sais que je suis foulot, c'est-à-dire un rêveur, et c'est ce rêve-là que je souhaite partager avec vous. Et pour une simple raison, c'est qu'il y en a un qui a dit 100% de ceux qui n'ont jamais rêvé n'ont jamais réalisé un rêve. Here we are. Ce jeune homme, quand on s'est connus, et j'ai été très ému parce que la première fois sur le territoire sénégalais, je discute avec des éminents scientifiques et qu'on me parle de qualité. Qualité. Avec Cissé, Dr Ouali, il est là, et non, qui n'est pas là, je ne vais pas le citer, mais je pense, sincèrement, puisqu'on est là pour discuter sérieusement, pour s'amuser aussi, mais écoutez, il vous donnera les chiffres. Allez voir du côté de nos hôpitaux, il y en a ailleurs aussi, hein, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Eh bien, sachez qu'on a meurt dans nos hôpitaux plus que, en gros, je vais à l'hôpital pour une maladie et je meurs d'autres choses pour lesquelles je n'ai pas été. C'est pour ça que quand j'ai discuté avec le docteur, dans la conception de cet hôpital, je dis, c'est une excellente chose, mais n'oublions pas quelque chose qui peut être essentiel, c'est la qualité dans cette affaire-là. Eh bien, pour faire cette qualité, on a conçu, l'université qu'on vous parle, il y a 47 formations qui sont conçues avec ceux, pour le moment, qu'on considère qui font ça le mieux au monde. C'est des Canadiens, un objet qui s'appelle la Commission Marguerite Bourgeois de Montréal. 47 formations qui vont de la personne qui nettoie l'hôpital jusqu'à celui qui dirige l'hôpital. Les procédés, les processus, les méthodes, ce qu'on appelle les protocoles scientifiques, médicaux, comment on nettoie une porte, comment ceci. Eh bien que je ne devrais pas mourir de quelque chose pour lequel je n'ai pas été voir un médecin à l'hôpital. Je ne sais pas si ça vous parle, mais au début de l'hôpital Pompidou, hein, le docteur le sait bien, la légionellose, qui était venue comment dans le système de traitement de l'air. Il a fallu que des gens, des qualiticiens, qui se disent, ça n'est pas normal qu'il y ait autant de morts en si peu de temps. En si peu de temps. Et donc on a cherché. Qu'est-ce qui a permis de faire ça? C'est la qualité. C'est la qualité. Et le financier qui nous a reçus récemment, le jour où tu as signé le contrat, qui disait, mais est-ce que la qualité c'est pour des Africains? Ça m'a moyennement amusé, parce que le même Africain qui est praticien à Paris, à Montréal, à New York, à Tokyo, pratique de la qualité, pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas pratiquer de la qualité? Que je sois né à Dakar, que je sois né à Kolda, à Tombouctou, à Bujumbura, et que ma femme soit obligée d'aller à l'hôpital et perdre vie en donnant vie, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que cet hôpital, mon cher Alain, doit, à mon avis, être le sens d'une de nos discussions, enfin de notre discussion de cet après-midi, comme les formations qu'on va vous proposer. Et avant de faire ça, je voudrais saluer, mais il est parti peut-être, Étienne Giros. Ah, bon, parce qu'on a posé la question du financement, qui est le patron du collectif des financeurs, pardon, des Français, des investisseurs africains, mais il y a la CPME, il est parti aussi. Bon, c'est pas la peine. Mais en tous les cas, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est de dire, pour faire de la qualité, c'est un engagement, et pour assurer de l'engagement, la qualité, c'est une approche, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre les choses. Et les formations qu'on fait, que ce soit des formations initiales, des formations en situation de travail, des formations continues, ça se rappelle pour que, in fine, ça devienne une habitude, une façon de faire, une culture. C'est ce que j'appelle la culture de la pensée stratégique. Eh bien, dans cet hôpital, avant de vous parler, j'ai oublié quelque chose, qui va en lien avec l'hôpital. Je souhaite vraiment qu'on soit sérieux quelques minutes. Écoutez-moi bien. Pas seulement le Sénégal, mais le Sénégal aussi. Les questions de décrochage scolaire.
et vous verrez le nom, c'est pour ça que j'en parle avant. L'un des motifs de décrochage scolaire, avant de parler du fait qu'on ne va pas à l'école, eh bien, figurez-vous qu'il y a la question de la serviette hygiénique. À l'école, dans les prisons, ainsi de suite, l'Afrique, je crois que c'est M. Dieng qui en a parlé tout à l'heure, l'une des particularités de nos écosystèmes, c'est que ce sont des écosystèmes dites informels. Eh bien, on voit, on a des statistiques, je ne vais pas vous nourrir que des statistiques ce soir, mais des statistiques qui montrent que cette période, la conséquence du fait qu'on n'a pas encore maîtrisé cette affaire-là, a un impact direct sur la production de ces femmes qui, en cette période-là. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'établissement qu'on vous propose, c'est comment est-ce que nous, collectivement, tous ensemble, nous allons pouvoir, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je souhaitais vous dire ce soir, c'est que, en règle générale, quand on parle de l'Afrique, qu'est-ce qui vient en premier lieu? C'est des enfants qu'on envoie avec des fusils faire la guerre. Le Sahel en est un exemple. Et pourquoi ça? Parce que pour le moment, il y a encore cette présence assez visible de cette espèce d'obscurantisme qui est lié à quoi? Qui est lié au fait qu'on n'amène pas encore suffisamment nos enfants à l'école. Sachez-le que là, la rentrée 2019, 263 millions de jeunes Africains ne sont jamais allés à l'école, soit sont sortis de l'école au bout de 2 ou 3 ans. Ça, c'est l'UNESCO qui vous le dit. Eh bien, 750 millions d'adultes africains ne maîtrisent pas ce que l'UNESCO appelle les compétences de base en écriture et en lecture. 2 tiers, c'est des femmes dans les 2 cas. Et dans les 2 cas, il y a cet impact immédiat, dans notre façon de gérer nos sociétés et nos familles. Et dernier chiffre, après j'arrête de vous embêter avec les chiffres avant de continuer, mais sachez que, je ne sais pas combien d'entre vous en ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle les enfants fantômes. Eh bien, les enfants fantômes, ça existe, c'est des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et qui par conséquent, n'existent pas en termes d'état civil. 90 millions en Afrique, 230 millions dans le monde. 2 tiers, c'est des filles. Moi, je ne vais pas citer ce côté-là de l'Afrique, mais quand j'ai quitté mes fonctions de directeur général de l'université pour faire ça, j'essaie de regarder, je suis allé sur le terrain. En Afrique de l'Ouest, j'ai fait 3000 km dans les villages. Et en Afrique de l'Est, que j'ai fait un peu du centre. Mais moi, j'ai vu un monsieur, 50 ans, donner une vache, repartir avec une fille de 12-13 ans. Pourquoi? C'est un enfant fantôme. Parce que, alors gentiment, on appelle ça des mariages forcés. Mais je raconte ça volontairement pour vous dire, c'est, en général, si j'arrive à Dakar, ou que j'arrive à Bujumbura, ou à Kigali et que je reste dans la capitale, j'ai tendance à repartir en Occident avec cette image qui est que, c'est quand même, ça avance, machin, il y a des... Oui, ça avance, mais ce n'est pas encore tout à fait la réalité partout, s'il vous plaît. Et donc, le Sahel, avec tout ce que ça vit, avec toutes ces je ne vais pas aller plus loin, mais en tout état de cause, tout ce qui heurte existe parce que nous n'en sommes pas encore à un état de masse critique où l'éveil de l'esprit humain dans la contradiction, le fameux cogito ergo sum de Descartes, je pense donc j'existe, c'est parce qu'on n'est pas encore allé là dans la construction de cet esprit contradictoire. Et donc, quand j'arrive au Sahel, on va proposer à un jeune 50 000 francs, et comme il a zéro espérance, zéro espoir, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte. Sauf que derrière, il est drogué, il est machin, et on l'envoie se faire tuer. C'est une situation qu'en 2023, on peut encore accepter. Avant de partir en pause, je vous ai cité la conférence de... comment ça s'appelle? L'OUA. Addis Abeba. Mai 63. C'est vrai,
Reprenez les comptes rendus de ces choses-là. Le jour où on crée l'OUA, l'ancêtre de l'UA, de l'Union africaine, il y avait 39 chefs d'État et de gouvernement. Ils se sont tous mis d'accord à réfléchir dans tous les sens. 3 priorités se dégagent parmi les priorités. Les 3 priorités parmi les priorités, c'était number 1, l'éducation. Numéro 2, la santé. Numéro 3, comment nourrir l'Africain par l'Africain lui-même. Et je le disais tout à l'heure, mais 2013, on a fait le bilan des 50 ans pour dégager ce qu'on appelle maintenant un projet 2063, l'agenda 2063. C'est encore une réalité criante aujourd'hui, l'éducation. L'éducation. Par l'éducation, je ne vais pas vous citer ça, mais par l'éducation, vous impactez l'effet vertueux de l'éducation. Ça va impacter la santé, ça va impacter ça va impacter comment nourrir l'homme, ça va impacter, je vais arrêter là, mais en tout état de cause, sachez que quand on envoie des jeunes à la guerre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez aujourd'hui que, vous le savez déjà avant moi, sachez que le continent où il y a le plus de déplacés se trouve en Afrique. C'est en Afrique que vous avez des gens de plus déplacés au monde. On a l'impression qu'on est en train d'envahir l'Occident. Non, les déplacés se trouvent en Afrique, essentiellement. Même si, moyennement, par an, il y a 180 000 qui essaient de traverser la Méditerranée avec 10 000 morts par an. Ça, il faut le savoir. Donc, les déplacés sont en Afrique. Eh bien, j'ai parlé des tentatives de traversée de la mer. Ça, c'est 180 000 par an, 10 000 morts. Voilà. Ça, ceux qui sont statistiquement comptés. Et après, quelqu'un a parlé de l'environnement tout à l'heure, c'est Mariam Thiam. Merci de l'avoir suivi. Mais je vais aller très vite pour dire, malgré tout ça, c'est quand même le continent où vous avez tout ça, avec les possibilités agricoles. J'ai mis volontairement ça pour dire quoi? C'est ça qu'on appelle la caloptée. Et c'est les scientifiques qui sont dans la salle. Sachez que, et le Covid l'a prouvé, il y a encore, au moment où on parle de la raréfaction des ressources, c'est-à-dire tout ce qui est chimique, on a tendance à arriver vers la fin, là, ce que disent les statistiques et les scientifiques. Eh bien, sachez que ce qu'on appelle la caloptée, dans la zone forestière, il y a encore là les potentiels médicinaux et les recherches scientifiques on estime qu'on a à peine exploré 1% de cette affaire-là. Donc la forêt tropicale, elle est encore un magasin de potentialités à explorer pour tout ça. Et, eh bien, au-delà de ça, il y a c'est tout ça, les mines et compagnie, l'or, le pétrole, tout ce qu'on voit. Mais sachez que l'une des forces de l'Afrique, c'est ça. C'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. 1,4 milliard, eh bien, sa jeunesse, je vais peut-être vous surprendre, mais 1,4 milliard, 2019, vous savez combien d'étudiants ont compté en Afrique? Ce qu'on appelle, on a amené une classe d'âge à l'enseignement supérieur. 8 millions d'Est en Ouest, du Nord au Sud. 8 millions. La moyenne, 4,5, au Nord, 5,5, au Nord de l'Afrique. La moyenne mondiale, 71,7%. Si l'Afrique devait amener 71,7%, on ne parlerait pas de 8 millions. On parle de quelque chose qui tourne autour de 180 millions. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ce que je vous dis là, nous interpelle. Et nous sommes dans la salle ici en train de discuter de ça pour dire qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, on va dire que nous, ici, ces questions-là sont au cœur de nous et il faut qu'on branche la prise de conscience et la prise de conscience, on la branche individuellement et collectivement pour faire quoi? Eh bien, pour essayer d'apporter des solutions. Ces solutions, on parle là, j'ai fait exprès de vous citer Mandela, vous l'avez en face, eh bien, c'est une réalité. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Maintenant, je regarde docteur. Pourquoi est-ce que... et puis, on ne l'a pas fait exprès, mais le fait que tu aies pris la parole juste avant moi, tu as dit deux choses, enfin beaucoup de choses très importantes. Mais quelque chose que je voulais reprendre. Tu es médecin, tu n'es pas directeur d'hôpital. C'est très important.
Et le docteur ne l'a pas dit parce qu'il est modeste. Il aurait pu, l'histoire familiale, je ne vais pas la dire, mais né à Paris, décide de faire toute sa carrière sur 3 continents. Eh bien, il dit, non, c'est pas suffisant. Et là, je regarde notre ami Rachid, parce qu'il va me charrier. Confucius dit, chacun de nous a 2 vies. La deuxième commence le jour où je m'aperçois que je n'en ai qu'une. Parce qu'à partir de ce jour-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je décide de faire en sorte que ma vie, elle fasse sens. C'est quoi ma mission sur Terre, in fine? Le jour où je n'existe plus, je ne suis plus, que retient l'humanité de mon passage sur Terre? This is the point. La question n'est pas de réussir, la question c'est de faire la différence. C'est ça comment on fait la différence. C'est pas Et maintenant, je ne vais pas le mettre là, mais je vous parle quand même. Il y en a un qui a dit, mort à 39 ans, et je vais vous dire pourquoi je raconte son histoire. C'est Martin Luther King. Si tu ne peux pas voler, je vais le dire en anglais d'abord. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, keep moving forward. Whatever you do, keep moving forward. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi qu'il arrive, continue d'avancer. C'est pour ça que l'université commence. On a dit, on a réfléchi dans tous les sens. Il est parti, le spécialiste du web qui m'a aidé à construire cette charte graphique. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'elle peut traduire cette philosophie? Ben, on a été chercher chez les Amérindiens, vous connaissez toute l'histoire du colibri. Les Amérindiens disent que le colibri, il était un jour, un énorme incendie ravage une énorme forêt, tout le monde se met en panique, les éléphants et compagnie. Le colibri, vous savez quoi? Le colibri, c'est l'oiseau le plus petit au monde. Et il y en a un, j'ai 20 grammes. C'est le spécialiste de ce qu'on appelle le vol stationnaire. Et bien, le colibri, qu'est-ce qu'il dit? Devant tout ça, tout le monde machin. Et le colibri, il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il réfléchit, il va dans la mare de côté, il prend une goutte d'eau, il vient, il commence à poser les gouttes d'eau sur le feuillage. À un moment donné, le tatou, il regarde ce manège-là, il dit, mais monsieur colibri, vous vous rendez donc pas que ce que vous faites là, c'est vraiment n'importe quoi, face à cet incendie qui fait fuir des éléphants. Et vous savez qu'est-ce qu'il répond le colibri? Eh bien, j'aurais fait ma part. Disons-nous ici, qu'aurons-nous fait? On aura dit qu'on ne savait pas que entre 15 et 25% de jeunes filles africaines décrochent à l'école parce qu'ils n'ont pas de serviettes hygiéniques. On ne pourra pas dire ça. On ne pourra pas dire ça. On le sait. Hélas, on le sait. Est-ce qu'on pourra dire qu'on ne sait pas que au moment où on parle, 263 millions de jeunes Africains ne sont pas allés à l'école? Et que si vous allez à Kayar, puisque je vais vous parler de Kayar, vous longez là le rivage de l'océan, vous allez voir des monticules. Posez la question, c'est quoi ces monticules? Ce sont des jeunes hommes qui auraient pu être nos enfants, nos frères, et des jeunes dames, des fois, hélas. On a même trouvé un enfant mort de, je sais plus, il fait même pas 2 ans, avec sa maman, tentant de traverser la Méditerranée. C'est ça aujourd'hui le monde du 2023. Ce monde-là, on peut le changer. On ne peut pas le changer peut-être,
Mais sachez, je vais citer après, j'arrête avec les citations des études un peu loufoques, mais qui renseignent quand même. Il y a une étude qui dit, de toute notre vie, on aura serré la paluche à 10 000 personnes dans le monde. 10 000. Vous savez combien on en impacte parmi les 10 000 10. Déterminisme social. Pierre Bourdieu. Que se passe-t-il? Si je sais ça, eh ben je décide de... Parce que ça veut dire quoi? Si je suis voleur, si je suis sais pas quoi, eh bien il faut que je sache que de toute ma vie, je vais impacter quelqu'un va dire, ah ben dis donc, monsieur Passe, il vole bien, je vais essayer de voler comme lui. Eh bien il y en a 10. Eh bien, si je sais ça, eh bien, je vais faire en sorte que mon legs, et je fais référence volontairement à quelqu'un, The Legacy. Hope. Obama a écrit un livre qu'il a intitulé Hope, espoir, dans lequel il parle de legacy, héritage. Ce n'est pas l'héritage matériel. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants dans la salle, volontairement. Je vous dis la chose suivante. Une autre étude qui pose la question, combien d'hommes sont passés sur Terre depuis qu'on existe, depuis que l'humanité existe, depuis Sapiens? L'étude, elle dit la chose suivante, 100 milliards. Des 100 milliards, à qui? À combien on fait référence aujourd'hui? 2. Qui? Ces gens-là, qui sont-ils? Qu'ont-ils fait? Ces gens n'ont jamais acheté de jet privé, n'ont jamais construit un pont, ils n'ont jamais même écrit. Number 1, Jésus-Christ. Number 2, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Maintenant, on va aller chercher la réponse chez qui? Voltaire. Vers la fin de sa vie, il dit, ce qui touche le cœur reste gravé dans la mémoire. Ce qui touche le cœur reste gravé dans la mémoire. Quelle est la meilleure façon de toucher le cœur de quelqu'un? C'est de l'impacter, c'est de le transformer, c'est de l'outiller. Comment on l'outille? En lui donnant des formations, en lui donnant du savoir, l'accès au savoir, l'accès à la santé, l'accès à la nourriture. Ça devrait être... Écoutez, 2018, pour la première fois, les grands argentiers du monde, on commence à parler véritablement des choses qui étaient jusqu'à présent dans les fourches codines des économistes. Le bien commun. Le bien commun. Est-ce que la nourriture n'est pas un bien commun? Est-ce que l'éducation n'est pas un bien commun? Est-ce que la santé n'est pas un bien commun? C'est ça la question qui vous est posée. Eh bien, mon appel ce soir, c'est de vous dire, il y a quelque part des gens qui nous attendent pour quoi faire. Moi, je vous propose qu'on fasse, et c'est le propre de cette université-là, 5 points. 5 points. Ces 5 points, écoutez, quelqu'un a posé, Mariam Cham, la question de l'inclusion. Quelle est cette société qui se revendique juste si on est exclusif ou si on ostracise? Banque mondiale, 2018, une étude. Vous savez quoi? Dans le monde maintenant, je provoque le monde entier. La question était de savoir, les deux genres, les deux hommes-femmes, quel est notre apport dans la production de la richesse mondiale? Je pense que Oxfam vous alimente souvent de ces statistiques-là. En tout cas, celle que je voulais partager avec vous, c'est que vous avez tout un tas d'activités dans le monde qui sont considérées comme des activités non productives de la richesse. Alors même qu'elles convergent, elles constituent le socle de ce qui fait le fondement de nos sociétés, c'est les familles. Le fondement de nos sociétés, c'est les familles. Eh bien, sachez qu'elle dit la chose suivante. La femme, elle contribue à la production de la richesse mondiale à hauteur de 32%. Lorsque les gens ont dit quand même, c'est 52% de la population mondiale, comment est-ce qu'elle a contribué seulement à hauteur de 32%? Eh bien, on a dit, vous savez quoi, les agrégats, qu'est-ce qu'ils disent? Si, avec mon épouse, je prends quelqu'un pour emmener les enfants à l'école, ça s'appelle l'économie productive de la richesse. Si c'est ma femme ou moi qui le fais, c'est pas productif de la richesse.
Eh bien, quand on a corrigé tout ça, on s'est rendu compte que la femme, en fait, elle apporte à beaucoup plus que ça. C'est presque 52. Revenons en Afrique. Sincèrement, sachez que le fait d'avoir ostracisé la femme, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans ces agrégats de production de la richesse, elle a été évaluée par la Banque mondiale entre 112 et 152 milliards par an. Par an. 6 500 euros par mois, on devrait la payer. 6 500 euros par mois, on devrait la payer. La femme à domicile. Je ne vous raconte pas des bobards. C'est vrai, hein? C'est parce qu'on a mangé qu'on souhaitait, docteur et moi, pour vous dire, on va vous interpeller, secouer, pour vous dire qu'on vous parle avec nos tripes. Eh bien, aujourd'hui, c'est pour ça que je citais docteur tout à l'heure, parce que ces choses-là, quand je parlais de la culture de la pensée stratégique, eh bien, 1946, Albert Einstein, à New York, aux États-Unis, dit la chose suivante. Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. On ne peut pas, docteur et moi, revendiquer le fait d'aller faire de la qualité en Afrique, et qu'alors là, que monsieur le docteur a l'opportunité, il aurait pu dire, c'est quand même, moi, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui ai machin, moi, mon hôpital, je la dirige, je ceci, je cela, j'ai des véhicules de fonction, j'ai des logements de fonction. Non. Eh bien, docteur, il dit, moi, je suis médecin, laissez-moi faire ce que je sais faire. Et il t'a donné de l'exemple. Voilà, entre autres choses, qui font que, docteur, je crois en toi. Encore une fois, je vais le citer. Luther King il a dit, parmi les critères de réussite, c'est celui qui a su aller sur la montagne et revenir chercher beaucoup d'autres gens pour les amener vers la montagne. How to go to the mountain top. Eh bien, si ça c'est pas, moi, sincèrement, chapeau au docteur et chapeau à tout ce que je vous dis là. Maintenant, tout ça c'est pour dire quoi? J'ai cité beaucoup de gens, Pitamba, docteur Ouali. Eh bien, sachez qu'il y a des gens qui sont engagés, qui ont fait des études pour essayer, par exemple, sur la question de la serviette hygiénique. On a trouvé des possibilités avec le coton biologique de faire des choses qui sont lavables, X fois par an. Eh bien, non seulement ça divise par 80 le coût, donc on vulgarise et on fait en sorte que ce soit accessible à peu près à tout le monde, et en plus, écologiquement, est-ce que quelqu'un se demande comment est-ce que sont traités nos déchets? Quelqu'un a parlé de la déchetterie tout à l'heure, ce matin. Eh bien, nous, notre approche ici, écologique et développement durable, c'est de dire approche inclusive. C'est ça aussi notre responsabilité sociétale. Mais on est capable, aujourd'hui, avec 230 millions, une unité de production de serviettes et de culottes lavables à base de coton biologique, subvenir, c'est une moyenne, c'est un peu moins de 6 millions pour les Sénégal. Ce qu'on appelle les femmes en âge de menstru, c'est entre 11 ans et 51 ans à peu près. Il y a à peu près presque 6 millions de Sénégalais sur cette tranche-là. 5 700 000. Voilà, c'est ça, 5 700 000. Donc je disais à peu près 6 millions. Eh bien, ces gens-là, vous vous rendez compte? Avec une unité de production de cette taille-là, 230 millions de francs CFA, c'est combien en euros? On va dire c'est un peu moins de 400 000 euros. C'est quoi le problème du monde? Il est parti, mais il n'est pas là, je le citerai tout à l'heure, en Burundi. Et Alain, tu le sais. Figurez-vous que dans le monde, aujourd'hui, au Burundi, Bujumbura, enfin, pas loin de Bujumbura, une région que j'ai visitée, il y a 56 000 personnes qui n'ont pas d'eau depuis 1993, d'eau potable. Avec 200 000, vous leur réglez le problème, ad vitam aeternam. Hey,
tout ce que je dis là aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire? J'aime bien faire ça. Notre alignement. C'est-à-dire ce qui fait le sens de notre vie sur Terre. Comment on impacte? Comment on transforme? Comment on aide les autres à donner la meilleure version d'eux-mêmes? À mon avis, c'est ce que Rufisque nous propose, c'est ce que le Sénégal nous propose, c'est ce que Dr Blondin Diop, et nous autres, beaucoup d'autres, Alain Dupuis, Madame Loudou n'est pas là, du MEDEF International, qui sont en train de construire, d'imaginer des centres de formation spécialisés sur des métiers transformants. Et notre structure de formation, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ce que nous propose là, c'est qu'on forme des gens en lien avec l'écosystème local. Qu'est-ce que l'écosystème local a besoin? On forme, la formation, elle est alternée. On fait en faisant, on apprend en faisant et on fait en apprenant. C'est-à-dire que l'élaboration des curricula de formation se fait avec les gens qui sont dans le domaine. C'est fait avec les gens qui ont besoin. Atos, au Sénégal, beaucoup de gens le connaissent, ici. Eh bien, figurez-vous qu'Atos, au Sénégal, le principal problème, ils sont à peu près 3000 salariés aujourd'hui. Je vous salue, monsieur Omar Pen. Eh bien, Atos, au Sénégal, le principal problème, c'est recruter. Je discute avec le patron, Damien Giros, qui est parti, de là-bas. Atos. Étienne Giros, c'est le Cian. Oui. Eh bien, ils offraient même un stage de quelqu'un qui est en master ou licence. Stage, 150 000 francs CFA par mois. On ne trouve pas. Oui, ils nous ramènent, ils vont au Rwanda. On n'est panafricaniste, c'est pas grave. On va en Occident, on va en Europe, on va chercher des Sénégalais expatriés, ou les Africains expatriés. C'est bien. Mais c'est encore mieux qu'on forme les locaux, qu'on forme la population, la masse, à ces attentes, à M. Diouf, à ces attentes de l'écosystème local. Et bien pour faire ça, il faut l'élaborer avec ces gens-là. Il faut le faire avec ces gens-là. Donc, et ensuite, j'ai parlé de la fille. Je vous ai donné les statistiques. L'idée ici, c'est... Je pense quand même qu'il y a une vertu. Je ne sais plus, c'est... Issa, c'est toi qui nous interpellais là-dessus. Il y a une vertu entre le privé et le public. Parce qu'on converge tous. L'objet de tous ces gens-là, c'est quoi? C'est le bien-être commun. C'est la finalité de l'humanité. Sincèrement. C'est quoi notre but sur Terre? Est-ce que c'est d'acheter, de consommer et de vivre? Non. C'est d'aimer, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'accompagner, c'est d'impulser. Eh bien, c'est de savoir tendre la main. Il se trouve qu'en faisant ça, vous gagnez de l'argent, messieurs les investisseurs. Eh bien oui, c'est une réalité. Vous gagnez de l'argent. Bon, j'ai pris beaucoup de temps, mais je voulais vous montrer ça. Après, j'arrête là. Je vais pas aller au plus loin que ça pour les diapos. Mais ce que je souhaitais vous dire, la question c'est quand le jour où je constate que j'ai qu'une vie. Et je vous dis la chose suivante. Il y a, à l'école de management, on racontait une histoire et qui est rapprochée à la crise de 29 sur la place boursière de New York. Les grands patrons comme vous remplissent la salle, chacun paye $1000. L'expérience, la question c'était comment est-ce qu'on sauve les entreprises ou le monde de cette crise-là. Un vieux prof, psychologue de management, de management, on lui demande de venir entretenir l'audience. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec un bocal. Dans son bocal, vide. Il montre à l'agence, on lui dit que le bocal était vide. Il pose le bocal, il met des cailloux. Il demande à l'audience, est-ce que le bocal est plein? Oui, il est plein, monsieur le prof. Il sort un autre bocal dans lequel il y avait un autre sac, sachet dans lequel il y avait du gravier. Il met le gravier et il entre les cailloux. Est-ce que le bocal est plein?
Ah, d'autres disent oui, d'autres disent non. Il reprend un autre sachet dans lequel il y a du sable. Il met du sable, ça entre. Est-ce que le bocal est plein? Ah oui, moi, cette fois-ci, c'est plein, monsieur le prof. Ah ben non, il prend une bouteille d'eau et et l'eau entre les différentes matières. Et quand il a fini, il dit aux gens, ben, merci d'être venus. Ah ben, j'ai pas payé $1000 pour ça, monsieur le docteur, et monsieur le professeur, expliquez-nous ce qui se passe. Vous savez ce qu'il leur dit? Si vous savez détecter ce message-là, vous aurez réglé le problème de vos entreprises. Ça, c'est valable pour nos familles, c'est valable pour notre capacité à entreprendre, c'est valable pour notre capacité à tendre la main. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est si je meuble ma vie avec le détail, le plus important ne peut pas entrer. S'il avait commencé par l'eau, le sable n'entre pas. S'il avait mis le sable, le gravier n'entre pas. S'il avait mis le gravier, le caillou n'entre pas. Donc les éléments nous donnent un renseignement majeur sur notre capacité collective à aller dire comment on change tout ça. Here is the problem.